Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique pour cette vidéo FAQ spéciale 10 000 abonnés. Alors avant de passer dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement vous remercier, vous qui me suivez régulièrement, qui partagez mes vidéos, qui les commentez. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir. Ça fait maintenant un tout petit peu moins de 2 ans que la chaîne est là. Et je suis déjà arrivé maintenant à 10 000 abonnés. Franchement, je n'aurais jamais espéré ça. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Surtout, n'hésitez vraiment pas à interagir au niveau des commentaires dans les vidéos. Ça me fait toujours plaisir, même si simplement pour dire que la vidéo vous a plu ou pas. N'hésitez surtout pas à le faire, ils sont là pour ça. Et moi, j'adore aussi interagir avec vous. J'essaye dans la mesure du possible de toujours répondre aux commentaires. Bon, il n'y a parfois pas toujours matière à le faire. Mais en tout cas, sachez que pour l'instant, je lis le moindre commentaire qui passe. Parfois avec un petit peu de retard, mais j'essaye de me tenir à ça. Et donc pour fêter les 10 000 abonnés, je vous avais invité à me poser des questions via un formulaire que je vous ai soumis et également à me proposer des sujets de vidéos. Alors les sujets de vidéos, je ne vais pas les lister ici, en tout cas ça me permet d'avoir une excellente réserve de sujets que je vais progressivement utiliser. D'ailleurs il y a beaucoup de sujets qui se recoupent bien sûr. Mais en tout cas, je garde ça bien au chaud et les vidéos que je vais piocher, d'ailleurs c'est déjà été le cas notamment avec le focus stacking, je l'avais déjà pioché dans cette série-là. Donc n'hésitez pas éventuellement toujours à me proposer des idées, je suis toujours preneur. On va passer maintenant aux différentes questions. Donc il y avait une grosse quarantaine de questions qui m'ont été posées. Il y a certaines personnes à qui je ne vais pas répondre simplement parce que ce n'est pas de questions qui m'avaient donc en fait proposer des idées de sujets dans la question et vice versa, c'est pas bien grave. En tout cas, toutes les questions auxquelles je vais vous répondre, ce sont les questions qui étaient posées clairement. Il y en a une ou deux où j'ai éventuellement un petit doute, mais on en reparlera. Donc vous étonnez pas, je vais de temps en temps baisser les yeux parce que je lis en fait les questions que j'ai ici devant moi, je les connais pas toutes par cœur. Donc première question de Patrick Bailly, est-il plus intéressant de se servir en portrait d'une optique fixe, type 85 mm f1.8, ou alors une optique de type macro, type 105 mm f2.8 et pourquoi? Alors je pense que les deux optiques peuvent très bien convenir à la photo de portrait, sachant que du 105 mm ou du 85 mm sont des focales assez classiques en termes de portrait. Après ça va dépendre exactement de ce que l'on veut faire. Typiquement, ma focale de prédilection pour du portrait serré, c'est du 85 mm parce que ça me permet d'être très proche du sujet sans avoir trop de déformation et de pouvoir quand même garder un rapport assez sympa avec les perspectives du visage. Et ça permet également, surtout au niveau du 85 mm, d'isoler bien le visage. Ceci dit, la raison pour laquelle j'emploie le 85 mm f1.8 notamment dans mes shootings, c'est simplement parce que ça convient très bien à la distance à laquelle je suis du sujet. À partir du moment où je vais commencer à prendre des photos de détails, donc par exemple un détail de maquillage, je pense par exemple pour du lip art où on va principalement se concentrer sur la bouche, là dans ce cas-là un objectif de type macro deviendrait obligatoire simplement parce qu'il faut pouvoir se rapprocher plus du sujet. Maintenant, si c'est pour faire de la photo à portrait serré, un objectif macro conviendra très bien. La seule chose qui pourrait éventuellement être limitative, c'est le f2.8 par rapport au f1.8. Mais honnêtement, en studio, c'est très rare que j'ouvre grand l'objectif, simplement parce que le fait de fermer un petit peu le diaphragme, généralement permet de récupérer beaucoup plus de détails et de la texture, etc. au niveau de la photo. Et donc, toute la texture qu'on a, on peut par la suite décider de l'atténuer ou pas. Mais en tout cas, une fois qu'on l'a, on décide d'en faire ce qu'on veut. Si on ne l'a pas à la base, malheureusement, ça ne pourrait rien faire. En gros, si tu sous-entends que le fait d'avoir un objectif macro te permettrait de commencer avec du portrait, bien sûr, c'est une excellente idée. Le 105 mm est une excellente focale. D'ailleurs, la majeure partie des objectifs macro ont un excellent piqué et donc forcément sont excellents pour avoir une belle netteté au niveau de l'œil, etc. et de la texture de la peau. L'inconvénient peut être que parfois ils sont trop piqués et du coup il y a trop de défauts qui puissent apparaître. Donc là, ça demande un petit peu plus de travail en post-production pour atténuer tout ça. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. On passe à la question suivante qui est donc la question de Klingto qui me demande comment déterminer le setup studio d'une photo. Donc c'est-à-dire comment faire du reverse engineering au niveau de la photo. Alors si on parle d'une photo de portrait, le plus simple c'est d'aller déjà regarder au niveau des yeux. Ici par exemple, normalement dans la vidéo, vous devrez voir, je dois avoir un reflet ici au niveau de l'œil. Ce reflet vous permet de voir où est la source lumineuse. Donc dans ce cas-ci, elle est en fait en face de moi, légèrement plus haut et un petit peu sur ma gauche. Donc ça veut dire que je dois avoir le reflet qui montre où se trouve l'éclairage de ce côté-là. L'autre manière de faire aussi, c'est de regarder où se portent les ombres. Par exemple, normalement, j'ai ce côté-ci du visage qui va être plus clair que l'autre côté. Ça veut dire que la lumière est principalement côté gauche. Bon. Pour les besoins de la vidéo ici, vu que j'ai pas envie d'avoir la moitié du visage dans le noir,
ma source lumineuse est assez axée, mais elle est assez large. Et donc en fait, je devrais quand même avoir une différence entre le côté gauche ici qui sera beaucoup plus clair que le côté droit. Donc en gros, pour faire du reverse engineering sur une photo, pour moi le plus simple c'est de regarder non pas la lumière mais les ombres, parce que les ombres vont donner des directions. On peut voir aussi la qualité des ombres. D'ailleurs j'ai fait 2 vidéos à ce sujet là, sur le principe de lumière douce et de lumière dure. Le fait de voir qu'on a une transition rapide par exemple du sombre au clair, va montrer en fait simplement que on va avoir une lumière dure, c'est-à-dire une petite source lumineuse ou une grande source lumineuse qui se trouve très loin. Maintenant, le fait aussi qu'on va avoir le fall-off, donc le dégradé entre la partie claire et foncée qui se produit rapidement mais en dégradé. À ce moment-là, ça va donner une indication sur la proximité de la source lumineuse. Plus la source lumineuse est près, plus le dégradé se fait rapidement. Si ce dégradé est très réduit, à ce moment-là, c'est une lumière dure, et donc ça veut dire qu'on parle d'une petite source lumineuse et qu'elle se trouve éventuellement à distance du sujet. Donc je pense que c'est vraiment le principal pour aller voir ou réfléchir comment une photo est faite, c'est d'analyser les ombres. Ça permet de voir la direction, ça permet de voir également comment la lumière se répartit sur la scène. Mais en tout cas, j'ai prévu de faire une vidéo à ce sujet-là, je ne l'ai pas encore fait, mais ça viendra à coup sûr. Je ferai une vidéo pour voir comment analyser une photo et comment essayer de comprendre comment la scène a été mise en place. Alors question maintenant de Michel qui me demande si le travail de studio est-il dans mes projets. Plus que dans mes projets, en fait, le travail de studio, c'est quelque chose que j'adore, principalement le portrait. Je vais vous montrer 2-3 images rapidement que j'ai réalisées ces derniers temps. J'adore le shooting en studio, simplement parce qu'on travaille avec la lumière, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant de la lumière extérieure qu'on ne gère pas vraiment. En studio, on va vraiment pouvoir placer ces lumières où on veut et ça donne vraiment un côté créatif. Au-delà de ce qu'on fait avec l'appareil, c'est vraiment la position des lumières qui vont permettre à ce moment-là de sculpter un visage, de sculpter un objet, etc. De lui donner en fait le côté tridimensionnel que l'on perd de temps en temps avec une photographie. Donc pour répondre à tes questions, c'est plus que dans mes projets puisque pour moi c'est déjà dans mon actualité. Alors ensuite, une question qui est commune à Christian, Carmoul et Mumu qui me demandent en gros, comptes-tu faire des sorties abonnés pour la chaîne et en Belgique ou éventuellement ailleurs? Alors j'en ai déjà fait, notamment en collaboration avec Laurie d'Objectif Féminin. On avait également, j'ai également participé à d'autres sorties abonnés où je m'étais joint, notamment avec Jeff de Jeff Photographie. J'en ferai, je vais devoir d'ailleurs un petit peu réfléchir pour peut-être en planifier cet été, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu le temps pour ça. Mais clairement oui, je compte en faire. Généralement, je pense faire quelque chose quand même sur une journée, c'est-à-dire commencer le matin et finir en fin de soirée, histoire que ça vaille la peine, surtout pour ceux qui se déplacent. J'envisage bien sûr de le faire en Belgique, et le plus facile pour moi c'est à Bruxelles, mais pas forcément que à Bruxelles. Mais je pourrais également le faire ailleurs, notamment si je pars en vacances quelque part et que je pars une semaine et demie, quelque chose comme ça. Je pourrais éventuellement proposer à ce moment-là une journée rencontre ou une après-midi rencontre, quelque chose comme ça. Donc de toute façon, si ça se produit, je vous tiens au courant, vous serez tenu au courant en temps et en heure pour que vous puissiez éventuellement réserver les dates. Donc pour répondre rapidement, oui, je ferai des sorties abonnées. Alors, Marc Sanchez Photographie, pourquoi ne pas faire une fédération de photographes passionnés avec des responsables par région et devenir le plus grand club de photos d'Europe? Pourquoi pas? Oui, c'est une idée qui a de l'ampleur, c'est clair, ça pourrait être très rigolo. Mais je pense que ce serait totalement contre-productif. Si on prend les exemples de toutes les choses qui grossissent trop, on perd le côté justement un petit peu individuel de chacun. On perd un petit peu le contact avec les gens et donc pour moi ça n'a plus grand intérêt. J'aime bien le côté club photo. Je n'ai jamais vraiment participé moi-même dans un club photo, mais c'est un petit peu ce que j'essaye de reproduire avec le groupe Facebook, ce qui permet déjà de mettre en liaison des gens qui ne sont pas forcément des mêmes horizons. Mais voir ça à l'échelle de l'Europe, je trouve ça totalement démesuré, même si l'idée est vraiment sympa, mais ce serait ingérable en fait. On ne peut pas imaginer d'avoir quelqu'un qui chapeaute d'autres personnes en dessous, etc. Dès qu'on commence à travailler comme ça, quel que soit le type de gestion, il y a un moment, je veux dire, la base perd contact avec le sommet de la pyramide et ça n'a plus aucun sens. Moi, une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos et que je partage avec vous, c'est parce que j'aime partager, j'aime la technique, ça me permet d'apprendre, mais l'air de rien aussi, c'est un contact humain en plus.
même si c'est par vidéo interposée, et du coup, si c'est pour organiser quelque chose qui demande beaucoup trop de travail et qu'à côté de ça, il y a plus ce côté vraiment humain à côté, pour moi ça m'intéresse pas trop. Donc à petite échelle ça m'intéresserait, à grande échelle pas trop. Alors question de Anne-Sophie, aimerais-tu venir animer un atelier à Lille? Pourquoi pas, tout à fait. En fait Lille pour moi c'est assez simple d'accès, puisque si je prends le TGV ou Thalys, j'en ai pour une grosse demi-heure. Donc oui, alors maintenant je sais pas si tu as une idée particulière en tête, si dans un club photo ou si tu as des idées. J'ai pas tellement envie de m'occuper de l'organisation, tout ça, parce que déjà je suis pas de Lille, donc trouver un endroit et tout le bazar, ça serait beaucoup trop compliqué pour moi. Par contre, si tu as un plan en tête et que tu pourrais éventuellement organiser et faire en sorte que je sois entre guillemets l'invité qui anime le truc, ça, il n'y a pas de problème, ça pourrait tout à fait s'envisager. Donc tiens-moi au courant dans les commentaires et on peut en discuter plus si tu veux, tu peux me contacter sur Facebook ou quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Alors, question de Technisavoir. Bonjour, as-tu déjà testé des logiciels libres et ou gratuits de retouche photo, genre Photofiltre 7, Darktable, etc. Pas vraiment. Je suis très vite parti sur Lightroom et Photoshop, et depuis j'ai abandonné un petit peu Lightroom au profit de Capture One. Du coup, le fait d'utiliser les logiciels gratuits, ça m'intéresse pas trop et j'ai pas vraiment le temps de m'y donner. Alors c'est pas pour autant qu'ils soient plus ou moins bons, je n'ai vraiment pas le recul pour pouvoir affirmer ça, mais je n'ai juste pas le temps de m'investir dedans et donc de les analyser en détail, et donc je sais pas donner de retour là-dessus. Mais je sais que pour les amateurs de développement photo qui cherchent un logiciel gratuit, Darktable est super réputé. Pour les autres, je sais pas trop. Alors, Fred de I Shoot Row, comment se faire connaître pour devenir photographe de mariage quand on n'en a jamais fait? Il faut être bon commercial, et je pense que malheureusement en photographie, quand on veut en vivre, j'en reparlerai après d'ailleurs pour une autre question, mais il n'y a rien à faire, il faut être parfois plus commercial que photographe. Pour bien vivre de la photographie, je pense qu'il vaut mieux être un moyen bon photographe et être excellent commercial plutôt que l'inverse. L'excellent photographe qui est mauvais commercial fera de l'excellent travail, mais il n'en vivra pas bien. Le photographe moyen qui se vend très bien va rouler sur l'or. Ça, c'est un fait certain. Alors pour te faire connaître, pour moi, il n'y a pas de miracle, c'est le bouche à oreille. Et donc, il faut se lancer, il faut être agressif en termes de communication, c'est-à-dire aller démarcher des gens, aller se présenter, aller faire de la pub. Éventuellement, une fois que tu as un mariage et que tu exécutes un premier mariage, si les gens sont contents, à ce moment-là, c'est le moment d'aller placer ta carte chez les invités. Et puis le bouche à oreille, normalement, ça se fait tout seul. Je prends un exemple tout bête, je ne suis pas doué en commercial du tout. Et donc, au niveau des shootings portraits que je fais très peu de démarchage moi-même. Par contre, j'ai eu l'occasion de faire un workshop qui m'a mis en contact avec une artiste make-up, qui m'a demandé de faire le shooting avec elle. Ça s'est bien passé, on en a refait, et de fil en aiguille comme ça, il y a une confiance qui s'établit, et ça me met en relation avec d'autres personnes qui me permettent de faire d'autres shootings, etc., etc. C'est un petit peu comme pour ma chaîne aussi. J'ai pas été utiliser les publicités des autres chaînes, etc., même si j'en ai eu quand même un gros coup de pouce de Sylvain dans Petit Réflexe, entre autres. Il y a Jeff aussi qui a fait à un moment pas mal ma pub, et d'autres encore que j'ai oublié au passage. Mais je n'ai pas été vraiment chercher ça moi-même, c'est-à-dire que j'ai pas été demander à quelqu'un de parler de ma vidéo ou quoi, simplement parce que c'est pas ma manière de faire. Moi je pense que les choses doivent venir naturellement, mais de nouveau ici pour ma chaîne je n'en vis pas, donc c'est tout à fait un autre problème. Alors, question de Philios97 ou Philios97 suivant la région. Penses-tu que l'on peut obtenir des photos de grande qualité avec un hybride et donc se passer du full frame? Par grande qualité, j'entends que personne ne pourrait faire la différence entre deux clichés réalisés avec deux types de capteurs. Alors attention, là je pense que tu confonds deux choses, full frame et hybride, c'est pas des éléments qui sont comparables. On va parler d'un hybride, d'un réflexe, ça c'est le type d'appareil, et full frame, APS-C, micro 4 tiers, etc. en termes de taille de capteur. Donc un hybride full frame, ça existe, d'ailleurs c'est exactement ce avec quoi je me filme là, c'est mon A7 III qui me filme, c'est un hybride full frame. Donc me demander si on pourrait voir la différence entre une photo faite avec mon Alpha 7 III ou un 5D Mark III, c'est un hybride et un réflexe, mais a priori c'est deux appareils excellents qui font d'excellentes photos. La taille du capteur ne fait pas tout non plus, généralement il vaut mieux un capteur un petit peu plus petit, et peut-être juste avoir à ce moment-là des objectifs de meilleure qualité.
C'est d'autant plus vrai d'ailleurs si on a un bon appareil. Avoir un appareil de premier choix et mettre des objectifs pas bons dessus, ça sert strictement à rien bien sûr. Donc pour répondre à ta question, oui, il est tout à fait possible de faire des photos avec un hybride, même avec un APS-C, et qu'on ne voit pas la différence avec un plein format, surtout si les optiques sont qualitatives. Généralement, le problème des petits capteurs, c'est que les optiques sont un tout petit peu moins qualitatives, surtout pour de l'APS-C. Maintenant, dans le monde micro 4 tiers, ou alors notamment chez Fuji au niveau de l'APS-C, là on a vraiment des optiques hyper qualitatives, et forcément il est tout à fait possible de rivaliser à ce moment-là avec du plein format. Le seul moment où éventuellement on pourrait distinguer des différences, c'est si on compare des clichés à pleine ouverture. Parce qu'il va être très difficile d'avoir une énorme ouverture au niveau d'un petit capteur, alors que sur un plein format, c'est beaucoup plus facile. Alors, question suivante de Aurélien Ployard. Salut Steven. Alors moi, c'est pas Steven, mais c'est Steve, et avec un E de préférence. Est-ce que tu as une photo de type Saint Graal, c'est-à-dire la photo que tu rêves de faire? A priori, non. Je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, je m'attache très peu à la culture photographique. Je m'intéresse de temps en temps à une photo quand je la vois, mais je n'ai pas de livre photo de type art, c'est-à-dire avec des exemples de photographes célèbres, etc. Du coup, j'ai pas vraiment d'image emblématique de quelque chose que je voudrais reproduire. En fait, je suis quelqu'un de ce côté-là un peu plus opportuniste. J'ai notamment réalisé quelques clichés en studio, en portrait, dont je suis très très fier. Maintenant, c'était à ce moment-là pour moi vraiment une révélation parce que du coup, je me suis dit ah ben tiens, je suis capable de le faire. Mais de là à me dire que j'ai vraiment une photo iconique que je voudrais essayer de faire, pas vraiment. Je pense que j'ai pas vraiment d'idée particulière. Je suis preneur de tout type de photos en fait. Et donc je cherche pas à arriver à un but précis. J'ai plein d'idées de sujets que je dois mettre en place. J'ai l'idée pour une ou deux types de séries que je voudrais un jour réaliser. Mais sans plus, c'est-à-dire c'est pas vraiment la photo qui à un moment me dirait de dire bah, ok j'ai tout fait, c'est bon, je peux ranger mon appareil. Non, on l'a pas du tout. A priori, je pourrais vraiment réaliser n'importe quelle photo qui, après coup, me rendrait vraiment hyper fier. Question de Ahmed Laraki. Comment utiliser les caractéristiques de l'autofocus en mode continu? Ça va dépendre énormément des situations. 3/4 du temps, notamment avec l'Alpha C3 qui gère ça très bien, j'emploie à ce moment-là une zone du capteur où plusieurs collimateurs sont actifs. Et ça va permettre à ce moment-là d'avoir une espèce de suivi dans cette zone-là de l'image. Après, ça va dépendre d'un boîtier à l'autre, notamment principalement sur les réflexes. Les systèmes de détection d'autofocus qui est basé principalement sur la détection de phase. En fait, une partie de la lumière est réfléchie en dessous du capteur où se trouve en fait la partie autofocus et gère donc les différents collimateurs qui sont au niveau de l'appareil. Tous ces collimateurs n'ont pas non plus les mêmes performances, notamment quand vous regardez au niveau des spécifications de votre boîtier. On va par exemple vous dire que vous avez, je sais pas moi, 50 points de collimateur, mais certains sont croisés, d'autres sont doublement croisés, certains sont croisés à f2.8 et ne sont pas croisés à f5.6 par exemple. En fait, vous allez voir là-dedans que les différents collimateurs n'ont pas les mêmes performances, et généralement le collimateur le plus performant au niveau des boîtiers, c'est toujours le collimateur central. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ta question, c'était un petit peu flou, mais en tout cas j'espère que ça te donnera quelques informations. Alors, question de Jean-Dominique, le passage par Photoshop et donc l'apprentissage est-il nécessaire pour progresser dans le traitement de ces fichiers RAW ou peut-on faire l'impasse? Alors pour le traitement des fichiers RAW, Photoshop n'est pas du tout nécessaire puisque Photoshop est un logiciel de retouche d'image. Pour développer ces photos, on va utiliser Lightroom, Capture One, Darktable ou le logiciel fourni par le fabricant de la caméra. On passe par Photoshop quand on veut commencer généralement à faire des manipulations assez importantes dedans, c'est-à-dire retirer un élément, aller vraiment faire de grosses altérations au niveau des couleurs, vraiment changer l'ambiance, aller corriger des lumières, faire des photos composites, commencer à faire du focus stacking ou ces genres de choses-là. Là, Photoshop devient intéressant. Mais tant qu'on en reste sur le développement de la photo, Photoshop n'est vraiment pas nécessaire. Dans ce cas-là, Lightroom, Capture One, peu importe le logiciel de développement de photos, sera largement suffisant. Ils n'ont pas tous les mêmes fonctionnalités ou les mêmes caractéristiques. Mais Photoshop ne vient que dans un second temps, quand on passe au-delà du développement et qu'on veut vraiment passer à la retouche, c'est-à-dire aller modifier la photo au niveau des pixels. Question de Markov. Je suis sur l'achat d'un nouvel écran, le BenQ SW271
me plaît. Que faut-il comme carte graphique pour travailler avec ce type d'écran? Alors c'est pas compliqué à l'heure actuelle, si tu travailles avec qu'un seul écran, je pense pas qu'il y ait encore des cartes graphiques sur le marché qui ne soient pas capables d'afficher ça. Simplement, il te faut une carte graphique qui soit capable d'afficher de la 4K. Et c'est tout. Maintenant, après, il y a d'autres problèmes derrière aussi. C'est pas tant l'écran qui est problématique, c'est éventuellement le logiciel que tu utilises. Par exemple, le Photoshop, Lightroom plus ou moins, utilise une partie des capacités de la carte graphique pour accélérer le traitement que tu fais au niveau de tes photos. Donc, plus ta carte graphique est puissante, au mieux c'est. Maintenant, si tu cherches une carte graphique qui soit capable d'utiliser le moniteur, regarde simplement sur une carte graphique, pas trop vieille quand même, hein, mais qui ait les bonnes connectiques. Donc dans le cas de XW271, ça peut être de l'HDMI, ça peut être du DisplayPort, ça peut être du HDMI ou DisplayPort en fait, ou de l'USB-C, mais ça sur l'USB-C tu n'en trouveras pas sur les cartes graphiques, c'est plutôt directement au niveau des ordinateurs. Donc la connectique, forcément doit être compatible. Je te conseille vivement le DisplayPort pour les écrans, ça marche particulièrement bien. Et d'ailleurs c'est très courant au niveau des cartes graphiques aussi. Il te faut à ce moment-là une carte graphique qui soit capable de l'afficher de la 4K, mais si tu prends une carte graphique, je veux dire qu'il y a 2 ou 3 ans même, elle sera largement capable de le faire. Moi pour l'instant ici, mon écran, je l'ai sur une GeForce GTX 970. Autant dire qu'elle n'est pas toute neuve. Déjà quand je l'ai acheté, c'était un ou deux crans en dessous du haut de gamme. Et même maintenant, elle fonctionne encore très bien. Là où elle peine un peu, c'est pour l'encodage de vidéo. Donc un jour ou l'autre, je changerai. Mais pas besoin d'aller chercher dans du haut de gamme, pas besoin d'aller sortir 4000 € pour une carte graphique. Une carte graphique à 300 ou 400 € est largement suffisante, mais vraiment très largement. Ça devient plus compliqué si tu veux passer en multi-écran. Parce que quand tu le fais en multi-écran, si tu affiches des choses différentes sur les écrans, ça veut dire que tu demandes à ta carte graphique de gérer beaucoup plus de pixels, et donc là, elle doit être plus puissante. Mais de nouveau, c'est ce qu'elle est capable d'afficher, le nombre de pixels maximum qu'elle est capable d'afficher, qui vont te permettre de voir si elle en est capable ou pas. Alors, question de Roll Bolo, quelle mesure de lumière pour le contre-jour avec un Canon EOS 1200D? Alors, suivant les appareils, c'est vrai que ça peut énormément changer. Par exemple, l'Alpha 7 III a des modes intéressants, notamment le fait de se baser sur les hautes lumières, et donc ça permet de savoir ce que l'on veut garder. Le Canon EOS 1200D est quand même un appareil d'entrée de gamme, donc ça veut dire qu'il a des modes de mesure assez simples. Donc normalement, tu dois avoir la mesure spot, la mesure matricielle et la mesure pondérée centrale, si je ne me trompe pas. Pour du contre-jour, je te conseille vivement de travailler en mesure spot. Après, la mesure spot, c'est vraiment prendre un tout petit point de l'écran. D'ailleurs, j'ai fait à ce moment-là une vidéo à ce sujet-là, donc n'hésite pas à aller la voir. Et après, tu dois choisir ce sur quoi tu veux exposer. Donc, par exemple, imagine que je sois en contre-jour, j'ai une lumière derrière moi. Dans ce cas-là, avec la mesure spot, tu vas aller mesurer sur mon visage. Et pour un visage, par exemple, tu vas essayer de caler l'exposition sur 0 à plus 1, quelque chose comme ça. Du coup, ça va forcément rendre ta photo particulièrement claire, parce que si tu fais en contre-jour et que tu exposes bien ton sujet, ça veut dire qu'en gros, tout ton fond d'arrière-plan va être cramé. Ça, c'est quasiment un coup sûr, à moins que tu aies un ciel gris derrière. Mais sinon, en tout cas, tu risques d'avoir l'arrière-plan qui est cramé. Alors, ça peut être un effet désiré aussi. Le risque que tu pourras avoir à ça aussi, c'est que si la lumière est trop forte à l'arrière-plan, vu qu'elle va arriver directement dans l'objectif, ça va faire ce qu'on appelle du flare, donc en fait un éclat lumineux qui vient de la lumière directement, qui va en fait délaver ta photo et qui va lui faire perdre du contraste. Si tu veux éviter ça, à ce moment-là, une solution simple est d'employer un réflecteur que tu vas à ce moment-là positionner par rapport à la lumière, donc face à la lumière, de manière à ramener de la lumière à ce moment-là sur le sujet. Et quand tu fais ça, tu vas simplement réduire le contraste dans la photo, mais ça va te permettre à ce moment-là d'éviter de surexposer l'arrière-plan et de quand même avoir ton sujet qui est bien éclairé. Mais en tout cas, je te conseille de prendre la mesure spot. Et attention, sur les Canon, la mesure spot fonctionne uniquement sur le collimateur central. Donc si jamais tu emploies les différents collimateurs pour faire ta mise au point dans l'écran, fais attention, la mesure de lumière se fait toujours au centre de ton viseur. Et en gros, tu peux considérer que le cercle qui indique le centre de l'écran, c'est la zone dans laquelle se fait la mesure spot. Alors, question d'Alfred. Correction d'exposition manuelle. La plupart disent que la correction d'exposition en manuel n'existe pas. Par contre, lorsque je suis en manuel, j'essaye de mettre le curseur à plus 1, moins 1, etc. etc. Donc ta question c'est, est-ce qu'on peut parler de correction d'exposition quand on est en manuel ou pas? Alors le fait de dire correction d'exposition, on parle bien de mode semi-automatique dans ce cas-là.
simplement parce qu'on se base sur le fonctionnement de l'appareil. Par exemple, c'est l'appareil qui décide quel est le temps de pause ou l'ouverture à utiliser suivant le mode que l'on emploie, ou voire même les ISO. Et donc, c'est l'appareil qui calcule l'exposition pour que globalement la photo se mette sur 0. Ça, c'est ce que l'appareil essaie toujours de faire. Ensuite, toi, à ce moment-là, avec la correction d'exposition, tu vas dire non, non, il ne faut pas mettre pour 0, il faut le mettre à plus 1, plus 2, plus 3, ou moins 1, moins 2, moins 3. Ça, c'est la correction d'exposition. Quand, au niveau de la prise de vue manuelle, toi, tu fais cette opération-là au niveau de la barre, ce n'est pas de la correction d'exposition, puisque tu ne corriges pas, c'est toi qui le définis. Maintenant, on est d'accord, c'est exactement le même principe. Ça fait exactement le même effet, mais généralement, correction d'exposition, c'est une petite molette, c'est un réglage qui demande en fait à l'appareil de tricher, c'est-à-dire d'aller au-delà du calcul qu'il fait lui-même. Tandis que quand tu le fais en exposition manuelle, à ce moment-là, tu vas avoir, c'est toi qui positionnes le curseur. En semi-automatique, tu dis où le curseur doit se trouver, tandis qu'en mode manuel, c'est toi qui mets le curseur où tu veux. La nuance est faible, le but est d'obtenir le même résultat, c'est de la terminologie, correction d'exposition, ajustement d'exposition, surexposé, sous-exposé. On est toujours dans des termes similaires, c'est du vocabulaire quasiment, et honnêtement, ça n'a pas de grande importance. Si tu as compris le principe, après que tu le fasses en manuel ou en mode semi-automatique, il n'y a aucune différence là-dessus. Alors, question de Michel Dalissa. Bonjour Steve, suite à une mauvaise chute, je soupçonne mon bridge, un FZ1000, de manquer de netteté sur certaines photos. Comment vérifier si le stabilisateur fonctionne correctement? Quel genre de test simple effectuer pour accuser ou disculper mon APN? Alors, ce que tu pourrais voir éventuellement, c'est déjà commencer par mettre ton appareil sur trépied ou sur une surface plate, de le déclencher, donc de désactiver la stabilisation dans ce cas-là, et de déclencher avec le retardateur et de faire une photo de n'importe quoi, mais en tout cas t'assurer que tout est parfaitement net, etc. Si ta photo est nette dans ce cas-là, ça veut dire qu'en gros, tant que tu n'as pas de problème d'autofocus, etc., ta photo est nette. Donc ça te permet déjà de te dire qu'en temps normal, ton boîtier fait du boulot correct. Alors côté stabilisation, ça va être difficile à juger parce que ça va être par rapport à tes habitudes à toi. Je pense que la meilleure solution serait peut-être dans ce cas-là de, je sais pas, prendre une rafale de photos à la limite du moment où la stabilisation devient nécessaire. Donc par exemple, je sais pas moi, à 50 mm, un 20e de seconde par exemple, tu prends une rafale de photos, éventuellement tu ne regardes pas les premières et dernières photos parce qu'on bouge toujours un petit peu quand on déclenche, mais dans la rafale, normalement, pendant que tu restes appuyé, tu vas être assez stable. Et donc, si ton temps de pause n'est pas tout à fait suffisant normalement pour tes réglages, si la stabilisation ne fonctionne pas, tu vas avoir beaucoup de ratés. Alors que si la stabilisation fonctionne normalement à 50 mm et à un 20e de seconde par exemple, ta stabilisation devrait compenser et tu devrais avoir peut-être à part les extrêmes, la plupart de tes photos qui sont nettes. À part ça, c'est difficile à dire. Si tu as constaté une chute de qualité au niveau de ta photo et qu'avant tu n'avais aucun problème et que maintenant tu en as, je crains malheureusement que tu as sûrement des dégâts. Mais voilà en tout cas une idée de test à faire. Essaye avec une rafale ou même plusieurs rafales de photos en étant en dessous du seuil dans lequel tu n'as pas besoin de la stabilisation. Et essaye aussi avec et sans stabilisation et regarde et compare les résultats. Alors on passe à Cyril, comment diriger un modèle pour des shootings studio et en extérieur. Alors là je ne suis pas du tout la bonne personne à qui le demander parce que autant la technique ça s'apprend assez facilement, autant diriger un modèle c'est autre chose, c'est plus de la photographie, c'est de la communication. Moi ma manière de faire c'est que j'essaye pas de diriger en fait, je fais des essais. J'essaye surtout d'établir un contact avec le modèle, de dialoguer avec et à ce moment-là de voir à partir du moment où on s'entend bien, d'essayer de trouver une idée. C'est-à-dire à un moment je vais voir que la personne prend une position qui me plaît et là je dirai ah non attention ça me plaît bien, on va essayer de repartir là-dessus, essayer de bouger ça, essayer de mettre la tête à gauche, à droite, tourne-toi un peu plus vers la lumière, etc. Mais je ne vais pas vraiment diriger dans le sens où c'est vraiment pas mon fort encore pour l'instant, c'est vraiment ce que je dois travailler le plus. Mais je pense que moi je base plutôt sur l'interaction avec le modèle, c'est-à-dire que je vais essayer de rebondir sur ses réactions. Alors ce qui arrive parfois, notamment pour les shootings studio que j'ai fait, c'est d'avoir déjà une idée de ce vers quoi on tend à la base, et puis d'adapter. Mais vraiment faire de la direction de modèle, ça je suis vraiment pas très bon pour conseiller là-dessus.
passer particulier. C'est d'autant plus difficile pour des modèles qui ne sont pas professionnels, des gens qui ne posent pas. Demander à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de poser, de faire une pose particulière, ça va rarement fonctionner. Dans ce cas-là, il vaut mieux plutôt que la personne agisse normalement et plutôt de lui faire des choses. Par exemple, si je veux que la personne ait la main dans les cheveux, je ne vais pas lui demander de mettre sa main dans les cheveux, parce que ça va finir comme ça. Je vais lui demander de passer sa main dans les cheveux et je vais essayer de déclencher au bon moment, quitte à refaire répéter le mouvement 40 fois si nécessaire. Mais le fait de faire le mouvement va généralement être moins problématique pour la personne. Et au moins les muscles, les tensions dans les mains, etc. sera naturel et on n'aura pas vraiment l'impression d'avoir une main sur la tête par exemple. Alors dans le même thème, Marco Capaldo qui me demande: je suis actuellement très intéressé par le portrait, notamment en lumière naturelle. J'essaye des choses mais j'éprouve beaucoup de difficultés à faire poser le modèle de la bonne manière afin d'avoir un rendu intéressant. Quels conseils aurais-tu à apporter, notamment lorsqu'il s'agit de modèles non pro qui sont parfois mal à l'aise avec l'objectif? Exactement ce que je viens de dire avant. Je pense que le plus simple, c'est de ne pas demander aux gens de poser, c'est de leur donner quelque chose à faire. C'est-à-dire de s'asseoir sur un banc, de lire un livre, de s'asseoir et de regarder vers l'horizon, c'est de monter des marches, quelque chose que des gens savent faire et dans lesquels ils ne doivent pas réfléchir à ce qu'ils font. Dès qu'on commence à réfléchir à ce qu'on fait, le problème ça va être on va bien mettre ça à la tête, les mains vont pas être raccord, ou on va mal se mettre, on va avoir une épaule, ça va chier, enfin plein de problèmes comme ça qui vont se poser et qui se poseront beaucoup moins si la personne est occupée à faire quelque chose de normal. Et donc je pense que surtout pour en extérieur, le plus simple c'est de demander à la personne de faire quelque chose ou de la faire réagir. Ça peut être lui demander de marcher vers la caméra, ça peut être lui demander de tourner sur elle-même, peu importe. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'imaginer comment on va avoir une certaine scène en faisant bouger la personne. Parce que finalement, poser, à part pour des cas très particuliers, pour de l'artistique, où on cherche quelque chose de très graphique, souvent l'idée d'une pose, c'est de donner une certaine impression, c'est-à-dire de donner un ressenti. Et donc si c'est mal fait, ça va se voir. Normalement, une bonne pose, je ne vais pas dire qu'elle va paraître 100% naturelle, mais la première chose qu'on va se dire, c'est pas oh tiens la pose elle est mal faite quoi. Donc voilà, si c'était le conseil que je voudrais donner, c'est de ne pas essayer de faire poser, mais de plutôt faire des choses aux personnes et d'essayer à ce moment-là à toi de déclencher au bon moment. Alors question de Charlie: comment classer, trier, indexer, archiver ces photos pour les retrouver facilement? Bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça, sachant qu'on fonctionne tous de manière différente. Pour te donner une idée de la manière dont moi j'ai décidé de classer mes photos, j'ai sur mon disque un répertoire qui s'appelle album photo. Je parle des photos que je sors à la fin, mes photos, mes JPEG terminés, ou éventuellement les TIFF pour certaines que je veux faire imprimer. J'ai un répertoire qui s'appelle album photo, dans lequel j'ai des sous-répertoires avec les thèmes, donc du portrait. Dans les portraits, j'ai un répertoire par personne, éventuellement des sous-répertoires par shoot par exemple. Mais j'en ai un par exemple pour les voyages, j'en ai un pour les reportages, j'en ai un pour la macrophotographie. Et je classe en fait mes photos comme ça. Et ensuite, je les nomme aussi d'une certaine manière. Dans le nom de mes fichiers, il y a toujours la date à laquelle ça a été pris. Et éventuellement, parfois plus d'informations. Pourquoi j'ai choisi de faire comme ça? Parce que simplement, c'est la manière qui me convient à moi. C'est-à-dire que un jour, je me suis dit, comment je voudrais retrouver mes photos? Je veux que mes photos soient toutes centralisées au même endroit. Et donc après, je puisse choisir, quand je veux une photo, dire si je cherche la photo de quelqu'un en particulier, je vais aller dans album photo, portrait, le nom de la personne, et j'ai la photo. Donc je pense que la première chose à définir si tu veux voir comment structurer tes photos sur ton support, sur ton disque, c'est de voir comment tu veux les retrouver. De d'abord te dire comment est-ce que tu voudrais y accéder, comment ça te paraît logique d'y accéder. Et ensuite de créer la structure en fonction. Alors, question de Luc Namesh: combien de filtres ND gris neutre différents faut-il pour faire de la pose longue, niveau débutant, 1, 2, 3, etc. et les valeurs qu'on conseille? Je dirais 1, parce que si 0, ça ne marchera pas. Mais commencer avec 1, ça peut être pas mal. Parce qu'en acheter trop au départ, c'est souvent se dire qu'on a acheté pour rien. Maintenant, tout dépend du type de photo de pose longue que tu veux faire. Est-ce que c'est de la photo de nuit? Est-ce que c'est de la photo de jour? Est-ce que c'est dans des environnements très lumineux, etc. Si tu prends par exemple un filtre ND de, 10 stops par exemple, de nuit tu vas pouvoir faire des expositions de plusieurs minutes avec ça. De jour,
avec le soleil qui tape, tu vas pouvoir faire des expositions de quelques secondes, voire peut-être une minute grand max. Donc, le même filtre ne va pas te donner le même résultat en fonction des conditions lumineuses. À toi de voir d'abord le type de photo que tu veux faire. Mais je te conseille d'en prendre un et de prendre peut-être quelque chose d'assez passe-partout, notamment un filtre d'e-stop par exemple. Tu peux faire énormément de choses avec. Alors le problème c'est qu'on voit comme à travers une pelle, hein, ça c'est clair, c'est noir. Mais ça va te permettre de faire des pauses longues de jour, d'avoir des pauses longues pas hyper longues non plus, hein, mais ça va déjà te pouvoir permettre de faire des pauses de plusieurs secondes, et la nuit ça va pouvoir faire des pauses très très longues. Ce qui peut être sympa par exemple si tu veux photographier en rue pour voir des traînées de lumière avec les voitures qui passent et que tu n'as vraiment aucune voiture présente. Si tu arrives à faire une pause de 2-3 minutes, là tu es sûr et certain que tu verras plus rien si ce n'est les traces de lumière. Le truc c'est que si jamais ton filtre est trop sombre, tu peux toujours compenser en montant en ISO. C'est pas idéal, mais un 10 stop, si tu doubles tes ISO, ça devient plus qu'un 9 stop. Si tu doubles encore les ISO, ça devient un 8 stop. Tandis que si tu prends un 3 stop par exemple, et que tu voudrais faire une photo équivalente à 10 stop, tu vas devoir changer la valeur de ton diaphragme, et donc tu n'auras plus le même rendu graphique. Donc, si je devais en prendre qu'un seul, je prendrais par exemple un 10 stop. C'est facile à trouver, c'est très courant, il y a plus foncé que ça encore. On trouve des 15 stops chez Lee, etc. Mais voilà, je te conseillerais de partir là-dessus. Si jamais après ça te plaît, et si après tu dis bon, ok, avec mon 10 stop, j'ai dû me passer ISO 400 pour compenser, 10 stops, ça fait 9 stops, 8 stops, et tu retombes à ISO 100, et donc tu prends à ce moment-là un filtre D avec moins sombre, et ça te permettra de remonter en ISO. Voilà donc un moyen d'éventuellement résoudre le problème. Alors, question de Fabrice Tailleur, dans le cadre de la photo de paysage, les filtres, donc hormis le filtre ND, quels autres filtres sont nécessaires ou lesquels peuvent être éventuellement faits en post-production? Alors, les filtres gris neutre, par exemple, peuvent être faits en post-production, puisqu'il suffit de descendre l'exposition de la photo tant qu'on n'a pas cramé. Donc éventuellement, tout ce qui est filtre dégradé, tout ce qui est filtre ND, on peut toujours trouver un moyen en post-prod de le faire. Éventuellement, ça pourrait être à ce moment-là en utilisant plusieurs prises de vue à des expositions différentes pour compenser. Le seul moment où vraiment on va avoir besoin de filtres pour le faire, ça va être quand on veut faire vraiment une pause longue pour aller par exemple lisser l'eau ou lisser les mouvements de nuages dans le ciel. Si c'est juste dans le but d'assombrir, il y a toujours moyen de se démerder en post-prod. Les filtres UV, j'en ai déjà parlé dans une vieille vidéo, pour moi ça sert strictement à rien. Tous les objectifs actuels sont de toute façon traités contre les UV, donc à part servir d'éventuelles protections, et je suis assez contre ce principe-là, ça n'a aucun intérêt. Le filtre polarisant par contre c'est différent. Le filtre polarisant peut être partiellement simulé en post-production en termes de saturation des couleurs, qui va permettre de regagner. Mais en post-production, on n'arrivera jamais à reproduire le même effet de polarisation, c'est-à-dire supprimer les reflets dans une surface. Alors, il faut savoir qu'un filtre polarisant ne peut supprimer des reflets que dans des surfaces non métalliques, déjà pour commencer, et à condition que la lumière soit latérale. Si on a une lumière frontale ou qui vient du dos, le filtre polarisant ne servira à rien pour les reflets en tout cas. Donc le filtre polarisant, pour moi, c'est sans doute le seul filtre qui a un intérêt, mais sinon les autres filtres pour moi ne servent pas à grand chose. Alors, question de Laurent Mine qui me demande comment faire des micro-ajustements de l'autofocus. Je ne saurais pas vraiment te répondre. Alors je sais comment ça fonctionne, il faut avoir une cible, ce que l'on met à une certaine distance de l'appareil, de préférence à la distance à laquelle on l'emploie le plus souvent. On va viser cette cible, on prend une photo type, on va voir à ce moment-là sur la photo où se trouve exactement la zone de netteté, et à ce moment-là sur l'appareil on peut enregistrer un profil qui correspond au niveau de l'objectif et dire qu'on va faire plus à une certaine valeur ou moins à une certaine valeur pour amener le plan de focus au bon endroit. La raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait, c'est parce que j'ai jamais vraiment rencontré de problème avec ça au niveau de mes objectifs, et c'est pas faute d'en avoir. Et l'autre raison, c'est que ce problème n'est vrai que pour les réflexes. Un appareil photo
de type hybride qui fait principalement de la mise au point grâce à une mesure de contraste, au moins partiellement, ne va pas avoir ce problème-là parce qu'il n'y a pas le problème de lumière qui est défié dans le boîtier pour faire l'autofocus. C'est l'image qui est traitée et donc il n'y a pas ce problème qui se pose avec un appareil photo hybride. D'ailleurs, j'ai déjà constaté notamment que j'ai parfois des photos plus nettes quand je les adapte sur mon Sony Alpha 7 III qu'avec mon 5D Mark III. Et je pense que l'autofocus y est pour quelque chose quand même. Voilà, donc pour répondre à ta question, pour le principe, donc je l'ai cité. Maintenant, je n'en ai jamais fait moi-même parce que je n'en ai jamais eu besoin. Donc si un jour je dois le faire, à ce moment-là, j'en ferai sûrement une vidéo pour l'expliquer. Mais tant que j'en ai pas besoin, honnêtement, je n'ai pas à m'acheter du matériel juste pour le plaisir non plus, quoi. Alors, question de Araki02, un amateur de dunes visiblement. Qu'est-ce que tu préfères prendre en photo? Alors mes sujets de prédilection en photographie, c'est principalement le portrait, la macrophotographie et de plus en plus la photo de rue. C'est quelque chose qui est réapparu récemment, depuis que je suis occupé à tester des boîtiers d'ailleurs pour Panasonic. J'ai en main des boîtiers qui fonctionnent très bien en rue, simplement parce qu'ils sont compacts, ils prennent pas de place, ils sont discrets, et du coup les gens ont moins peur, et on peut facilement se positionner quelque part, les gens passent à côté sans faire attention, et on a à ce moment-là des scènes assez authentiques, et ça j'aime beaucoup. Donc si je devais choisir certains thèmes de la photo, ce serait le portrait, la macro et la photo de rue. Avec un peu d'architecture que je confonds un peu avec aussi la photo de rue. Photo d'architecture quand c'est très géométrique et quand ça devient à la limite abstrait. Voilà pour cette question. Alors, question de Marie Sud-Est. J'ai un monopode bâton de rando. Quelle rotule me conseilles-tu? Vous. Si vous voulez me rendre service, tous, tutoyez-moi. Je n'aime pas vous voyer, je n'aime pas être vous voyez. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous me vous voyez, je vous vois. Si vous me tutoyez, je vous tutoie. Généralement, quand je dis vous dans les vidéos, c'est parce que je parle à, pour moi, un ensemble de personnes. Mais c'est pas un problème de tutoiement. Si j'ai une personne en face de moi, je préfère de loin tutoyer. Et je préfère être de loin tutoyer aussi. Alors, Marie, pour répondre à ta question... si c'est pour mettre sur un monopode, je te conseillerais une rotule à boule. J'en ai pas ici pour te montrer, mais donc c'est une où tu as en fait une espèce de clé que tu tournes pour desserrer la boule et qui bouge, quelque chose d'assez compact et qui ne se désaxe pas trop par rapport à ton pied. Je te déconseille totalement de prendre une rotule à 3 axes où en fait tu as 3 manettes pour orienter en fait ta tête, parce que ça va être énorme sur ton monopode et tu vas être plus embêté qu'autre chose. L'avantage de la rotule dans ce cas-là, c'est que tu peux facilement l'incliner, la tourner, etc. Essaye de trouver quelque chose qui ne soit pas trop gros, pas trop lourd non plus. Si tu mets ta rotule sur ton monopode et du coup tu ne l'emploies plus, ça n'a pas de sens. Donc regarde quand même pour quelque chose là-dedans. Je n'ai pas de marque ou quoi à te conseiller. Moi personnellement, les deux marques que j'emploie en termes de trépied, c'est Manfrotto et Benro. Benro c'est assez récent. D'ailleurs mon Alpha 7 III est posé sur un trépied Benro avec une tête de Benro. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous en parlerai un de ces jours. Sinon pour le reste, voilà, j'ai pas vraiment de marque ou de choses à te conseiller. Mais sur un monopode, je te conseillerais une petite rotule à boule. Regarde juste qu'elle soit capable de supporter le poids de ton boîtier. Alors, question de Christian Subtil, hybride plein format, phénomène de mode ou marketing consumériste? Ouh, Christian, ça m'a l'air d'être un avis déjà bien tranché, parce que entre phénomène de mode ou marketing consumériste, tu ne laisses donc aucune place au hybride. Je vais te répondre à côté de tes propositions en disant que pour moi c'est l'avenir de l'appareil photo. Et je pense pas qu'on pourra y faire quoi que ce soit. Le réflexe est une technologie qui est vieille, ça a 30, 40 ans au moins de manière courante, je veux dire dans les appareils grand public. L'hybride c'est simplement la nouvelle génération, les nouvelles technologies qui sont maîtrisées, qui sont intégrées dedans. Et c'est pas un effet de mode. Ça peut peut-être le paraître pour l'instant parce qu'on est juste encore au début de l'engouement pour les appareils photo hybrides. Mais pourtant, les appareils photo hybrides, c'est pas nouveau. Ce n'est rien d'autre que les technologies des appareils photo compacts qui ont été portées à plus grande échelle. Simplement parce que les coûts de production, les technologies de production se sont améliorées. Mais c'est pas nouveau du tout. Les appareils photo compacts ont toujours fonctionné comme ça.
Donc il n'y a pas à se dire que c'est un effet de mode, c'est juste une évolution normale. C'est un petit peu la loi de l'évolution appliquée à la photographie. Si le public accepte le système de l'hybride, et je pense qu'à l'heure actuelle, la majeure partie des gens qui ont basculé sur l'hybride ne le regrettent pas. Alors il y a sûrement des quelques cas, moi je ne pense pas que tout soit parfait, hein, parce qu'on est encore très tôt dans cette évolution-là au niveau des boîtiers avec des grands capteurs. Mais il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à s'améliorer. On va avoir des écrans de meilleure qualité, des viseurs de meilleure qualité, on va avoir de plus en plus de technologies intégrées dedans, peut-être parfois un petit peu trop d'aide, mais on a également des boîtiers qui fonctionnent exactement comme des boîtiers manuels. J'ai pour l'instant en test un Lumix LX100 Mark II, c'est un boîtier compact à capteur micro 4 tiers. Il y a un bouton pour chaque réglage. On l'emploie exactement comme un vieil appareil argentique. Donc, pour moi, il n'y a pas à chicaner. Le réflexe finira par, peut-être pas disparaître, mais à rester pour une niche pour certains types de photos. Et l'hybride deviendra simplement la norme, quoi. Et un jour, l'hybride sera remplacé par autre chose, tout simplement. Alors, question de Fabien. Penses-tu vivre de la photo? Alors, vivre, non. Mais éventuellement un jour en gagner de l'argent, oui, mais pas dans le but d'en vivre. C'est-à-dire que si je devais maintenant changer d'orientation, parce que bon, j'ai un job à plein temps à côté, je suis formateur à plein temps, donc je donne des formations en informatique, en réseau informatique, etc. Si je devais changer de direction, je ne le ferai pas totalement, c'est-à-dire que j'essaierai peut-être de garder le côté formation et j'essaierai de mixer plein d'activités. La photo en ferait partie, le fait de donner les formations, j'essaierai de dégager peut-être un petit peu d'argent de la chaîne YouTube avec des partenariats, etc. Enfin, plein de petites choses que j'essaierai de cumuler, mais vivre uniquement de la photographie, non, parce que je sais très bien que ce serait pour moi un échec, simplement parce que je ne suis pas assez commercial pour le faire. Pour en vivre, c'est-à-dire que c'est pas comme si je commençais, j'ai commencé à travailler en 2002, j'ai un passif derrière moi, j'ai un niveau de vie que j'ai progressivement acquis avec les années. J'aurais vraiment beaucoup de mal à revenir en arrière, d'autant plus que j'en ressens pas le besoin. Pour l'instant, la photographie, c'est ma passion. Si un jour je peux dégager un petit peu d'argent avec, ne fût-ce que pour pouvoir me payer du matériel sans avoir mal au ventre à la fin du mois, pourquoi pas? Mais de là en vivre vraiment, non. Ce serait un mix d'un peu tout, et la photo en ferait partie aussi. Le truc, c'est que tant qu'on n'en vit pas, on peut faire la photographie qu'on a envie de faire. Moi, pour l'instant, s'il y a un type de photo que j'ai pas envie de faire, si on me propose un shooting et que j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, parce que j'ai pas besoin de ça pour manger. Si maintenant je devais en vivre, ce serait pas la même chose, je devrais voir les choses différemment, et je perdrais sans doute un petit peu le goût à la photographie, et ça j'ai vraiment pas envie, parce que c'est une passion que j'adore, qui me prend beaucoup de temps, mais ça me plaît, ça me donne envie de continuer, et j'ai pas envie de perdre ce côté-là, quoi. Alors, question de Pierre-Yves, je possède un 6D Mark II et un Tamron 150-600, je fais de la photo ornitho et avec je suis toujours à 600 mm, full frame oblige pour les passereaux, mais même à 1/2 millième, mes oiseaux sont souvent flous et piqués pas au top. Alors, déjà, première chose, les objectifs de type 150-600, que ce soit les Tamron ou les Sigma ou peu importe, à 600 mm, ils seront jamais au top. C'est pas possible d'avoir des 150-600 mm qui sont égaux sur toute la plage focale, surtout au prix qu'ils proposent. Alors, c'est une bonne qualité, mais ça ne vaudra jamais un objectif type 600 mm dédié. Ça, clairement pas, ce sera différent. Donc la première chose, c'est de dire que oui, à 600 mm, le Tamron ou Sigma ou peu importe, sont toujours un peu plus mous. Si tu fais une photo à 400 mm, tu vas généralement avoir un meilleur piqué. L'autre problème qu'il peut y avoir aussi, c'est que à 600 mm, je crois que tu es à 6.3 d'office sur le Tamron. Dans ce cas-là, si tu shootes grand ouvert à 6.3, grand ouvert 6.3, ça fait déjà un petit peu bizarre, tu n'es peut-être pas forcément dans les conditions idéales. Essaye peut-être à ce moment-là de passer à f8. Alors forcément, tu perds en luminosité, mais il est possible que l'objectif se comporte mieux à f8 qu'à f6.3, ça vaut la peine d'essayer. Côté vitesse, tu me dis que tu travailles à un 2 millième de seconde, donc ça normalement, c'est largement assez pour figer les mouvements.
Selon les types d'oiseaux, éventuellement, certains battent très vite des ailes et on pourrait avoir les ailes qui seraient pas aussi nettes que le reste du corps, parce que bon, le corps bouge à une certaine vitesse, mais les ailes battent beaucoup plus vite. Mais a priori, si tu as du flou, il faut voir quel type de flou. Est-ce que c'est l'ensemble qui est flou? Est-ce que tu vois une espèce de mouvement dans le flou? Par exemple, un élément qui pourrait être intéressant de regarder, c'est de tester les différents modes de stabilisation que tu as sur l'objectif. Parce qu'à un 2 millième de seconde, honnêtement, tu n'as pas besoin de la stabilisation. À un 2 millième de seconde, tu peux bouger ton objectif, déclencher. En théorie, ça devrait être net. Je dis bien en théorie parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes. Mais regarde éventuellement pour ne pas mettre la stabilisation de base, mais pour mettre la stabilisation en mode où il ne fait que de la stabilisation verticale. C'est-à-dire que si tu bouges horizontalement, il ne va pas essayer de compenser. S'il essaie de compenser pendant que tu bouges, en fait, il n'arrête pas de faire ça. Et donc, il peut induire du mouvement là où il n'y en a pas à la base. Et sinon, essaye peut-être simplement sans stabilisation. Alors, c'est moins confortable pour toi à la vue, mais en tout cas, c'est sans doute plus performant. Alors tu as le 150-600 G2, donc ça veut dire que normalement tu as 3 modes de stabilisation. Tu as éventuellement le mode 3, si je ne me trompe pas, qui permet de stabiliser seulement au moment où tu déclenches. Donc essaye peut-être ce mode-là aussi, ça vaudrait la peine de tester tes différents modes de stabilisation. Ou essaye carrément en les désactivant, ça peut être intéressant aussi. Mais sinon, oui, essaye peut-être d'un petit peu fermer le diaphragme, essaye de 2 millièmes de seconde, c'est largement suffisant. Maintenant, le truc aussi, c'est que si tu es un 2 millième de seconde à f6.3, je suppose que tu n'es pas ISO 100, ou alors c'est en plein soleil. Si jamais, je sais pas moi, tu es ISO 1600, 3200 ou un truc comme ça, tu n'auras forcément pas la même netteté qu'avec une photo ISO 100, parce que forcément le bruit numérique induit dans la photo, même s'il est tout à fait acceptable sur ce genre de boîtier-là, va quand même un petit peu réduire le piqué de la photo. Ça, c'est inévitable aussi. Mais si c'est du flou, moi, je pencherais plutôt pour un problème de soit le Tamron qui n'est pas parfait à 600 mm, d'avoir l'ouverture qui pourrait ne pas être idéale non plus, d'essayer de fermer d'un cran, par exemple, et éventuellement de tester les différents modes de stabilisation pour voir si c'est pas la stabilisation, avec ou sans d'ailleurs, qui induit du flou au moment où tu déclenches. Alors, question de Alain Wolf, j'ai voulu prendre une photo d'une fleur avec un 55-300, malgré plusieurs réglages, etc., l'appareil ne déclenchait pas, je me suis mis plus loin et j'ai eu le déclenchement. Je pense que simplement dans ce cas-là, tu étais dans le cas où avec ton 55-300, tu étais trop près de la fleur, et comme l'autofocus n'arrivait pas à accrocher correctement, mais l'appareil refusait de déclencher. Dès que tu as reculé, le focus s'est fait et ça s'est déclenché. Donc dans ce cas-là, à mon avis, c'est simplement que tu étais trop près de la fleur. Sinon, et peut-être aussi que tu essayais de faire la mise au point sur une zone où il n'y avait pas assez de détails. Ça c'est vrai, peu importe le type d'appareil. Par exemple, vous faites une photo d'une feuille blanche, vous n'arriverez pas à faire la mise au point sur la feuille blanche parce qu'il n'y a pas assez de texture pour que l'autofocus puisse fonctionner. Alors, question de Olivier Desjardins. Bonjour, comment redimensionner une photo pour laquelle correspond au format de son papier photo genre A3+, en impression sans bord et si possible sans devoir crop la photo. Pour faire simple, comment ajuster les pixels de ma photo avec les centimètres de mon papier photo. Alors ça, c'est un problème de choix de résolution qu'il faut faire. En général, pour de tirage d'art, on va être aux alentours de 240 jusqu'à 300, 350 dpi. Et c'est ça qui est important de regarder. Donc par exemple dans Photoshop, si tu redimensionnes l'image, tu vas à ce moment-là lui donner la dimension en centimètres et tu indiques à ce moment-là la résolution en dpi et Photoshop fera le travail. Si bien sûr tu n'as pas une photo avec assez de pixels à la base, il va devoir l'agrandir, ce qui ne va pas être terrible. Mais si ta photo est trop grande, dans ce cas-là, il va la réduire et va à ce moment-là correctement l'adapter. Donc il va choisir en fonction de la taille que tu donnes en centimètres, le nombre de pixels en hauteur et en largeur qui sont nécessaires. Je ferai d'ailleurs normalement dans les semaines à venir des vidéos où je vais parler de ça, parce que si tout se passe bien, je devrais avoir un petit partenariat avec Salle Digital qui va me permettre de tester des impressions et donc de vous parler du processus d'impression et de préparation des photos pour l'impression. Alors, question de Gilbert, comment déterminer la résolution acceptable quand on recadre un peu fortement pour conserver une bonne qualité d'impression de grand tirage? Alors forcément, je vais répondre globalement la même chose, c'est que je vais en parler dans les futures vidéos, mais pour te répondre rapidement,
en fait, il faut que tu puisses avoir un nombre de dpi suffisant au final. Si par exemple tu fais une photo qui fait 2000 pixels sur 1000 pixels de haut, tu vas pas pouvoir faire un tirage en A0. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que ce qui est important, c'est de voir à quelle distance la photo doit être vue. Si on prend par exemple les affiches publicitaires qui sont faites sur les côtés des bâtiments ou des choses comme ça, des trucs qui font plusieurs dizaines de mètres parfois de taille, si on regarde ça de près, on va voir des pixels de la taille de ma tablette ici. Simplement parce que c'est pas fait pour être regardé de près. Donc en fait, c'est pas juste avoir un problème de pixels, c'est aussi savoir à quelle taille on veut l'imprimer. Et donc par exemple, si on prend une image de type 4K, donc ça veut dire à peu près 8 mégapixels, on peut sans aucun problème sortir un A4 avec. Si on va par exemple sur une photo 24 mégapixels, on peut sans aucun problème faire du 60 par 40 ou du 75 par 50 avec, en très très haute qualité. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question. Question de Bédom, quels sont les réglages importants à faire lorsqu'on fait imprimer ces photos? De nouveau, je réponds de la même façon, c'est que j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Mais en gros, il faut que la colorimétrie soit bonne, donc il faut de préférence travailler sur un écran calibré. Il faut également s'assurer que la netteté soit bonne, que la dimension de la photo soit bonne. Il faut également s'assurer qu'on puisse vérifier que l'impression ne va pas détériorer en quelque sorte les couleurs, les contrastes et surtout les noirs. Une imprimante ne peut pas imprimer du vrai noir et donc généralement il va souvent y avoir une perte de contraste dans les photos. Maintenant, certains types de papier ou de support ont tendance à accentuer les contrastes ou les zones claires, etc. Donc ça va énormément demander d'essais en fait pour trouver le bon réglage et ça va dépendre du type de photo et même de l'imprimeur où on le fait. Par exemple, dans les vidéos que je devrais faire avec Salle Digitale, je vous montrerai à ce moment-là comment utiliser les profils ICC qui fournissent de manière en fait à visualiser à l'écran les modifications qui sont entre guillemets apportées par l'impression et donc de pouvoir corriger l'image en fonction. Alors, question de Sandrine Verkoten, serait-il possible de faire un vrai tuto sur l'utilisation du 100 mm macro avec des distances et stabilisateurs? Alors, un tuto sur le 100 mm macro, non, parce que je n'en ai pas. Mais voilà, je vois pas trop exactement ce que je pourrais expliquer là-dedans parce que il n'y a rien de particulier en fait. Employer un objectif macro, ça reste employer un objectif normal, si ce n'est que c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut en être plus proche. Et pour la stabilisation, ça change rien non plus. Dire que forcément, avec stabilisation, on va se permettre d'avoir des temps d'exposition un petit peu plus longs. Mais en gros, pour te donner une idée, quand je fais de la macro avec mon 90 mm Tamron, dans ce cas-là, je vais rarement en dessous d'un 250e de seconde, de manière à assurer que ce soit bien net, et ça permet aussi de figer les mouvements des sujets qui bougent. Donc c'est en général ce que je fais pour ça. Après, pour la distance à laquelle on se met, ça va dépendre vraiment de ce que l'on veut faire. Si je veux un détail vraiment précis d'un sujet ou un sujet qui est tout petit, je vais m'en approcher au maximum. Si maintenant je veux mettre un petit peu de contexte, je vais m'en éloigner. Alors, question de Francis P. Comment retoucher rapidement un portrait? En effet, quand on a 100 portraits d'un même modèle à traiter, on ne peut y consacrer un temps excessif. J'ai mon idée, mais j'aimerais connaître tes conseils. Je vais te répondre de manière un petit peu bizarre. Il ne faut pas le faire. Traiter 100 photos d'un même modèle, à moins que tu prennes d'un lot de 1000 photos ou de 2000 photos, pour moi, ça n'a pas tellement de sens. Ça m'étonnerait que tes 100 photos ou tes 200 photos soient toutes de la même qualité. Moi, ma manière de faire, c'est que je commence par faire une retouche très rapide, c'est-à-dire que je vais corriger la balance des blancs quand c'est nécessaire. Je vais un tout petit peu jouer sur la luminosité et les contrastes pour que je vois la photo et que je vois le potentiel de la photo. Et puis, je vais faire une sélection. Et je vais garder peut-être 1, 2, 3, 4, 10 clichés grand max. Pour te donner une idée, le dernier shooting que j'ai fait 300 photos, j'en ai gardé 4. Non pas que les autres étaient ratées, mais elles étaient moins intéressantes. Et si c'est pour avoir la tête qui est 2 cm à gauche, 2 cm à droite, une main qui est un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas, même si elles sont bien, ça n'a pas d'intérêt. Autant n'avoir vraiment que tes meilleures photos. Donc si tu veux vraiment garder des photos pour la documentation, à ce moment-là, fais une bête retouche dessus, colorimétrie, etc. et tu les laisses telles quelles. Tu sélectionnes tes quelques excellentes photos et c'est là tu les retouches à fond. Et au final, au lieu d'envoyer 100 photos au modèle, tu vas en envoyer peut-être 4-5, mais tu auras envoyé les meilleures.
Je comprends pas le fait de donner un max de photos. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est un petit peu quand je vois des arguments pour le fait de compresser ces images, qu'on dit qu'on fait 3 000 à 4 000 photos lors d'un mariage et qu'il faut tout envoyer au client. Depuis quand est-ce qu'on envoie 3 000 à 4 000 photos à un client? Je ne sais pas au client à faire le tri des photos. Le client, il est censé voir notre perception de ce qu'on a fait, du travail. Et donc, on va sélectionner ses propres meilleures photos et c'est celles-là qu'on va proposer au client. Et donc, on va déjà énormément élaguer la quantité de photos. Je pense que c'est vraiment là que le travail est à faire, c'est dans le tri de ces photos, la sélection des photos, même si tu en gardes après à titre de documentaire, ça m'arrive énormément aussi. Mais dans les photos que je traite, moi, il n'y en a jamais des tonnes. Dans les shootings où j'ai fait le plus de photos, c'est peut-être un shooting où j'ai un modèle avec 2 tenues de maquillage, 4-5 photos pour une tenue à maquillage et 4-5 photos pour l'autre. Pas plus. Juste les meilleures. Et celles qui avaient un sens, qui étaient différentes les unes des autres et qui apportaient quelque chose. Donc voilà, je te conseille surtout peut-être de travailler là-dessus parce que ça n'a pas d'intérêt de trop montrer non plus. Tous les photographes, généralement, ont des photos ratées, des photos moins bonnes, des photos de test, etc. Ça ne sert à rien de montrer ça. Il faut vraiment montrer ce qui est le meilleur et uniquement ça. C'est ça aussi le boulot finalement. Alors, question de Olivier Messana. As-tu une assurance pour ton matos photo? Quels sont les réglages de base pour la calibration d'un écran? Donc pour la calibration d'écran, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, donc je t'invite à aller la voir. Et non, mon matos photo n'est pas assuré. Pour un particulier, je pense que c'est juste ingérable. Alors si maintenant on est en vol chez moi par exemple, ou dans certains cas mon assurance familiale devrait le couvrir normalement, mais vraiment le matos en lui-même, non, c'est pour un particulier, je pense que c'est juste pas gérable. Ça n'a vraiment d'intérêt que quand on est professionnel, parce que là on peut à ce moment-là le déduire de ses frais, etc. Donc non, mon matériel n'est pas du tout assuré. Alors, question de Richard. Bonjour. Faible luminosité, prendre des photos de sport à l'intérieur d'un aréna, des photos de soir à l'intérieur d'une maison. Tout ce qui concerne la lumière ambiante, très ordinaire, si possible avec des appareils sans miroir, ainsi que les ajustements de votre caméra pour prendre de telles photos. Alors, c'est pas vraiment une question, Richard. Je pense que c'est plutôt une demande de type de tuto. Pourquoi pas des tutos de photos en basse lumière, j'en ai pas encore fait. Je voudrais quand même, j'ai gardé en fait ta question qui n'en est pas tout à fait une, parce que je vois que tu dis si possible avec des appareils sans miroir. Ça n'a pas d'impact. Qu'il y a un miroir ou pas, ça va rien changer sur le principe. Mais en gros, quoi qu'il arrive, la première chose que tu vas devoir faire dans des basses lumières, c'est t'assurer que ta photo soit nette quand tu veux qu'elle soit nette. Et donc si tu photographies du sport, imaginons par exemple un joueur de basket ou quelque chose comme ça, ou un joueur de foot ou peu importe, tu vas devoir être à un 300, 400, 5 centièmes de seconde dans ces eaux-là, pouvoir bien figer le mouvement, peut-être un petit peu moins dans certains cas, et tu vas adapter tout le reste en fonction. Donc souvent dans un sport, tu as peut-être envie d'isoler le sujet, donc tu vas ouvrir le plus grand possible. Et ensuite, tu vas à ce moment-là monter en ISO pour avoir la bonne exposition, mais c'est pas plus compliqué que ça. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est simplement te mettre en priorité vitesse. Tu règles à ce moment-là la durée d'exposition que tu veux, donc par exemple un 5 centième de seconde, et tu laisses les ISO automatiques et regarde ce que ton boîtier donne. Normalement, ça devrait quand même donner de bons résultats. Même principe si tu veux faire des photos en soirée à l'intérieur, à la maison ou quoi, c'est un peu le même principe. Tu vas commencer par définir ce que tu veux comme type de photo, plus ou moins de profondeur de champ, etc. Tu règles ta vitesse ensuite pour être sûr et certain que ton sujet soit net, et tu compenses avec les ISO pour le manque de luminosité, tout simplement. Question de Yannick Carpentier, tu enseignes, tu aimes la photo, tu vas à des formations, à quand tes propres formations photo? Aucune idée. Je sais pas si ça arrivera un jour, ça pourrait m'amuser. Mais de là à faire mes propres formations, je sais pas. J'ai pas envie de commencer à devoir en vivre d'une part, et d'autre part à essayer d'organiser des formations de manière régulière avec des gens qui participent, etc. Parce que c'est finalement un petit peu, ça va à l'encontre de ce que moi je vois en termes d'apprentissage. Je préfère de loin continuer à faire des vidéos comme ça. Maintenant, le fait éventuellement d'être ponctuellement, entre guillemets, utilisé pour organiser un workshop, pour animer quelque chose ou quoi, ça me plairait beaucoup. J'espère pour un jour avoir l'occasion de faire ça, c'est-à-dire d'être, je sais pas, peut-être animer un truc dans un club photo ou lors d'une sortie photo, faire un atelier photo, mais pas quelque chose en termes cours photo en soi,
parce que je pense pas que je serais bon pour ça, pas en termes d'explication, mais je suis pas convaincu de l'utilité. Et donc si je suis pas convaincu de l'utilité, ou si je dois suivre un canevas trop précis, etc., voilà. Et j'ai pas envie de commencer à dire, voilà une formation photo, vous serez de bons photographes dans 2 semaines. C'est pas ça la photo. Enfin, je veux dire, ça c'est apprendre de la technique, et ça n'a pas grand intérêt à mon sens. Euh, c'est pas ma façon de voir les choses. Je conçois très bien que beaucoup de gens aiment ça et décident même d'en vivre, et qu'ils le font très bien d'ailleurs. C'est pas un problème de qualité ou quoi des cours, c'est juste ma vision des choses qui ne colle pas tout à fait à ça. J'ai pas envie de faire un cursus photo. Maintenant, de nouveau, si c'est animer un workshop, animer un atelier photo, ou occasionnellement à gauche à droite, pas dans une structure trop complexe, ça par contre ça pourrait me plaire. Et si jamais ça arrive un jour, ben, je vous en ferai part bien sûr. Alors, question de Vincent, j'aimerais être guidé pour faire autre chose que de belles cartes postales, réussir à transmettre une émotion, un ressenti. Ben justement, si tu veux faire passer des émotions, la première chose, c'est de savoir quelles sont les émotions que toi tu ressens. Tu ne peux pas faire passer quelque chose que tu ne ressens pas. Donc je pense que la première chose que tu dois essayer de faire, c'est simplement identifier ce qui te plaît dans une photo, l'élément qui te plaît. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, pourquoi je rate beaucoup de photos. Simplement, c'est ça le problème, c'est de voir pourquoi une photo a de l'intérêt ou pas pour toi. Et si elle a de l'intérêt pour toi, c'est de voir à ce moment-là ce que tu peux faire d'un point de vue artistique pour transmettre cette émotion. Et là, tu vas pouvoir commencer à travailler avec le choix de la focale, le choix de la lumière, la composition, le traitement, etc. pour retransmettre ce ressenti que tu avais. Mais je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de bien identifier l'émotion que toi tu ressens avant même de vouloir la transmettre. Alors, question de Patrick L. Faut-il s'attacher à rendre une image proche de la réalité ou la présenter comme on l'a ressenti ? Alors, en dehors des domaines purement scientifiques, je pense que la photo de type reproduction de la réalité n'a pas trop de sens. Déjà parce qu'à partir du moment où on cadre, on exclut de la photo énormément de choses qu'on voit pourtant, même si on n'y prête pas attention. Moi ici, en regardant l'objectif, vous ne le voyez pas, mais j'ai ma bouteille d'eau qui est là, j'ai un autre écran qui est là. C'est pas dans mon champ de vision direct, mais pour moi, c'est dans mon champ de vision. Et pourtant, mon sujet ici, c'est l'appareil photo qui me filme. Et donc le fait de cadrer, c'est ça. En fait, c'est montrer un élément essentiel. Et rien qu'en cadrant, en fait, on a déjà changé la perspective de la photo, on a déjà changé le rendu de la photo. Si on choisit une grande focale, comme dans la précédente vidéo, ou un téléobjectif, on va changer les perspectives. Le fait d'éventuellement d'apporter ou pas de la lumière peut tout changer aussi. Donc je pense que vouloir faire de la photo réaliste, ça n'a pas trop de sens. À moins qu'on veuille faire de la documentation, du scientifique, etc. Mais sinon, la photographie, ça reste de toute façon un moyen d'expression. Et même pour un paysage, le fait de décider de le faire plus sombre qu'il n'est ou plus clair qu'il n'est, d'augmenter les contrastes ou pas, de le cadrer, de mettre un arbre hors champ, de ne prendre qu'un élément du décor ou quoi, c'est de toute façon déjà changer la vision des choses. Et donc pour moi, c'est tout à fait normal de ne pas essayer de la rendre réaliste, c'est simplement de faire passer ce qu'on ressent ou de montrer ce qu'on a aimé. Et montrer ce qu'on a aimé, c'est également faire passer une émotion. Question de IDOP, quel collimateur utiliser en AI cerveau et en mode spot pour le paysage, pour du portrait, etc. Sur un 5D Mark III, ce n'est pas très clair, doit-on utiliser le mode spot et un seul collimateur? Alors, pour répondre, donc en AI cerveau, le choix des collimateurs vont dépendre simplement de ce que tu veux faire. Si tu veux traquer un élément qui est en haut à gauche de ta photo, tu prendras un collimateur qui est en haut à gauche. Si tu veux traquer quelque chose qui est au centre de la photo, tu prendras le collimateur central. Après, tu peux choisir une zone éventuellement, ça c'est une manière de faire aussi. Ce qui pourrait avoir une influence, c'est l'objectif que tu montes sur ton appareil. Tous les collimateurs de l'appareil, notamment par exemple le 5D Mark III, tous les collimateurs ne sont pas égaux. Certains collimateurs sont capables de fonctionner à plein régime à f2.8, un petit peu moins bien f5.6 et au-delà de f8, par contre ils ne fonctionnent même plus du tout. Donc ça va être important de voir au niveau de la documentation du boîtier, en fonction de l'objectif et de l'ouverture que ton objectif est capable de te fournir, quels sont les points d'autofocus qui sont utilisables. Ensuite, c'est à toi de voir lequel tu veux utiliser pour ta scène.
Ensuite, pour la partie mesure d'exposition, là, chez Canon, sur le 5D Mark III en tout cas, il y a peut-être des modèles où ça a changé maintenant, mais sur ce 5D Mark III, si tu fonctionnes en mesure spot, tu dois utiliser le collimateur central. Enfin, tu dois utiliser le collimateur de mise au point, tu le mets où tu veux. Mais la mesure spot se fait au centre de l'image, au niveau du collimateur central, même si tu ne l'emploies pas pour l'AF. Par contre, sur mon Sony, la mesure spot, elle suit le collimateur qu'on utilise, et je pense que chez Nikon, c'est le cas aussi. Donc chez Canon, sur le 5D Mark III, j'en suis sûr et certain, puisqu'il est là-bas le mien, tu choisis ton point d'autofocus, mais ta mesure de lumière, tu la fais au centre de l'image quoi qu'il arrive. Alors, question de Younes, l'astrophotographie pour les débutants et le traitement des photos des objets du ciel profond et comment créer et utiliser des fichiers dark flat offset et quel est le meilleur logiciel pour ça. Alors là, clairement, je ne vais pas pouvoir te répondre du tout parce que même si j'ai déjà fait quelques photos de ciel étoilé sans prétention, je ne suis pas dans un environnement où je peux en faire, je n'ai pas pour projet d'aller dans des endroits où il y a moyen d'en faire et j'ai pas du tout le matériel adéquat. Donc pour ça, pour ces questions-là, je pense qu'il n'y a pas des masses de tutos en ligne qui sont de bonne qualité, mais tu as ceux de Arnaud Thierry sur le studio de poche. Il y a toute une série pour ça, depuis la prise de vue jusqu'au post-traitement, il parle des darks, des offsets et tout le bazar, il explique vraiment comment tout faire, et donc je ne peux que te conseiller d'aller voir ces vidéos-là, elles sont particulièrement bien faites, c'est du Arnaud Thierry, du studio de poche d'origine, c'est juste impeccable. Petite question de Tata Vero, en ce qui concerne les photos macro, quelle ouverture serais-tu conseillé? Conseiller une ouverture, comme d'habitude, je vais dire ça dépend. Ça va dépendre de ce que tu veux faire, ça dépend de la taille de ton sujet, ça dépend de la distance à laquelle tu te mets. Imaginons par exemple que je prenne en photo une fleur qui se trouve à 1 mètre de moi. Même avec un fort taux de grossissement, je peux me permettre d'ouvrir à f2.8 ou un truc comme ça et j'aurai une bonne profondeur de champ. Si maintenant je me rapproche et que je prends en photo un insecte, à f2.8 je vais avoir un dixième de millimètre de net et donc ce ne sera pas suffisant. Donc à moins de faire du focus stacking, ce qui est souvent difficile sur des choses vivantes, à ce moment-là la seule solution c'est de fermer un peu le diaphragme. Le plus souvent quand je fais de la photo d'insectes, je suis f5.6 ou f8. C'est le plus courant chez moi, f4 de temps en temps quand le sujet est assez grand, simplement parce que faut pas oublier non plus qu'en macro, plus on ferme le diaphragme, plus les défauts vont apparaître. Par exemple, en macrophotographie, on a beaucoup plus vite de la diffraction qui apparaît. Donc par exemple, fermer à f32 pour être sûr et certain que tout soit net, ça sert à rien parce que la photo sera dégueu. Il va y avoir énormément de pertes de netteté. Donc dans ce cas-là, en général, les f4, f5.6, f8, ça reste des valeurs qui sont toujours très acceptables au niveau des objectifs. Et enfin, dernière question de Olivier Meyer, et elle est longue. Bonjour Steve, alors j'ai remarqué en sortant de vieilles photos argentiques qu'on a sûrement tous dans nos tiroirs que la netteté, le grain n'était pas souvent pas top, et pourtant ces photos on les aime. Or j'ai l'impression aujourd'hui il faut absolument une netteté irréprochable et sans bruit. Pourtant quand je regarde pour des personnes des photos qui me parlent, mais qui ne sont pas super nettes, ou qui sont parfois floues ou bruitées, la question est toute bête, à quel niveau de zoom max sur Lightroom doit-on regarder ces photos? Car souvent le défaut de bruit de netteté ne se voit qu'en zoom 100%. Mais en fait tu as tout à fait raison. Une photo qui nous parle, on va généralement ne pas prêter attention à tous ces problèmes techniques. Alors déjà le bruit en photo, faut pas oublier qu'un écran d'ordinateur va vous le montrer bien plus qu'en l'impression. Et même à l'écran, j'ai plusieurs comme ça photos que j'ai fait ISO 3200, ISO 6400. Peu importe l'appareil, le bruit commence à se voir là clairement. Même en macrophotographie, le bruit ne me dérange pas parce que finalement, si la photo est réussie, on se fout du bruit. Et même s'il y a parfois un léger flou dans un mouvement, enfin il y a des photos iconiques qui sont floues, la mise au point peut être parfois un peu ratée. Mais finalement, c'est l'intention de la photo, c'est le moment qui est capturé qui nous parle dans ce cas-là. Donc oui, est-ce qu'on fait trop attention au bruit, etc. en photo? Clairement. Et alors pour la netteté, c'est exactement la même chose. Alors c'est intéressant d'avoir un objectif qui a du bon piqué. Enfin, ça veut dire que quand on a beaucoup d'informations, on va bien pouvoir retravailler la photo pour lui donner encore plus de force. Mais il vaut mieux une bonne photo bien composée qui nous parle avec un objectif dégueu et un boîtier pourri,
qu'une photo qui est juste insipide, avec le meilleur boîtier, les meilleurs réglages et le meilleur objectif du monde. Ça, c'est sûr et certain. Alors pour répondre à ta question pour Lightroom, je ne peux pas te donner de bonne valeur de zoom parce que ça va dépendre à quelle distance tu veux regarder la photo. Le plus simple, c'est de dire que par exemple tu veux que ta photo elle soit imprimée, je ne sais pas moi, sur un A4 et tu dis en général je regarde ma photo à 50 cm. Mais dans ce cas-là, fais en sorte que ta photo ait plus ou moins la taille d'un A4 sur ton écran et regarde ton écran à 50 cm. Et à ce moment-là, tu auras une idée du rendu. En tout cas, c'est vrai qu'en zoomant à 100%, on voit tous les défauts et la majeure partie de ceux-là ne se verrait pas si on les imprime et même à l'écran, généralement, on ne les voit pas non plus. Donc oui, tu as tout à fait raison de ce côté-là, on fait beaucoup trop de détails de ça. Mais bon, voilà, après c'est pas forcément mauvais non plus d'aller chercher toujours la photo bien nette, etc. Mais il vaut mieux mettre bien sûr l'accent sur le sujet, le sens, le message qui passe à travers la photo que sur les qualités techniques. Maintenant, quand on a les deux, forcément, c'est encore mieux. Voilà, on a donc fait le tour des différentes questions que vous m'avez posées. J'espère avoir bien répondu à vos questions. Je voulais encore une fois vous remercier de suivre la chaîne et donc de toujours être aussi actif au niveau des commentaires. Ça me fait toujours vraiment énormément plaisir quand je vois des réactions positives, simplement un merci quand je vois le nombre qui me disent qu'ils apprennent quelque chose ou que je leur ai apporté ne fût-ce qu'un tout petit éclaircissement. Pour moi, c'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos et donc que je continue à les faire bien sûr. Vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps j'ai parlé un peu matos, je vais encore parler matos dans les temps à venir. Vous inquiétez pas, ça ne va pas devenir le sujet principal de la chaîne. En gros, les tests de matos qui ne sont purs matos, je les intercalerai en semaine. Et quand c'est dans un contexte de tutoriel comme je l'ai fait pour l'écran, à ce moment-là, je les mettrai dans les diffusions normales. Mais je continuerai, quoi qu'il arrive, les vidéos normales avec les tutos, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à me dire si j'ai bien répondu à vos questions. Pensez à vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le groupe Facebook de Déclic Numérique qui fonctionne un petit peu comme un club photo. Vous avez le compte Twitter de Déclic Numérique ainsi que mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis encore une fois merci. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.